Bienvenue à Impact IA, un podcast où on jase avec des entrepreneurs et des leaders inspirants. Ils nous partagent comment ils ont intégré l'intelligence artificielle, leurs enjeux et leurs succès. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 0 de Impact IA. Je voulais faire un épisode un peu spécial aujourd'hui pour commencer, débuter et présenter le podcast. Donc, je m'appelle Hugo, c'est moi qui vais animer les différents podcasts qu'on va faire pendant la saison de Impact IA. Ça fait plusieurs années que chez Vouban, au départ, je suis arrivé comme développeur chez Vouban, puis rapidement, la première chose que je me suis dit en rentrant travailler chez Vouban, c'est parfait, je suis développeur, je vais avoir un travail pour virtuellement tout le temps, puis il y a quelqu'un qui m'accroche puis il me dit « Oui, mais t'as pas pensé à l'IA? » Puis là, on revient à une dizaine d'années, puis je fais comme « Pourquoi l'IA? » Il dit « Un jour, l'IA va pouvoir coder à ta place, va pouvoir créer des images. » Puis là, il me dit « Imagine, tu vas pouvoir t'asseoir, écouter un film Netflix, puis ton film sur Netflix va avoir été généré automatiquement. » Là, ça m'a ouvert les yeux sur un univers que j'avais pas encore exploré, qui est l'intelligence artificielle. Donc, directement, la première chose que j'ai faite, c'est je suis allé sur Internet puis j'ai commencé à chercher des formations sur l'intelligence artificielle. Puis de fil en aiguille, chez Vouban, on a démarré un département d'intelligence artificielle, puis j'ai été le premier dans le département. Puis rapidement, l'équipe a grossi. On est passé de 1, 2 à 6 personnes à 25 personnes. Puis c'est comme ça que j'ai fini par avoir un rôle plus de gestion de l'équipe, de lead de l'équipe. Puis maintenant, depuis cette semaine, je vais être le lead d'adoption IA chez Vouban. Donc, je vais être en charge de parler de l'IA à l'externe, comme dans un podcast comme Impact IA, mais aussi de parler de l'IA à l'interne, de faire des formations. Mon but, ça va être de transmettre la passion que j'ai envers l'intelligence artificielle, puis de la pousser, puis de convaincre les gens que l'IA, c'est vraiment un outil extraordinaire qui va nous aider à nous pousser vers le haut puis accélérer tout ce qu'on fait. Donc, j'ai invité une de mes collègues avec moi, qui est Jen. Bienvenue. Ben merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter puis dire un peu pourquoi tu es là? Ben oui. Yes. Moi, c'est Jen ou Geneviève en long. Je suis team lead AI ici chez Vouban. Donc, je m'occupe de gérer l'équipe d'IA, les IA scientists et les devs Python pour qu'on puisse livrer les meilleures solutions en IA qu'on reçoit chez Vouban. Ouais, puis j'apprécie beaucoup que le fait que tu sois arrivé dans l'équipe parce que avant, je devais m'occuper de l'équipe dans son entier. Donc, on s'est dit, on va aller chercher des team leads pour venir m'appuyer un peu dans la gestion de l'équipe. Donc, merci d'être là. Donc, je voulais t'inviter pour qu'on parle de Impact IA. C'est un podcast qu'on a vraiment dédié. Puis le but avec Impact IA, c'était de pouvoir inviter des entrepreneurs. Tu sais, souvent dans mes temps libres, j'écoute des podcasts sur des business, des gens qui ont construit des choses, construit des entreprises, des produits. Puis là, je me suis dit, c'est vraiment de ça que je veux parler. Fait que mon objectif, c'est inviter des entrepreneurs, des entreprises, puis leur demander une question qui peut paraître assez simple. Comment l'IA vous a aidé dans votre entreprise? Puis c'est une super bonne question parce que souvent, l'IA, c'est quelque chose qu'on entend dans les nouvelles, on sait pas comment ça peut nous aider. Justement, les entreprises, il y en a plein qui sont au devant des technologies puis qui l'ont intégré. Puis c'est super intéressant de voir toutes les manières créatives qu'ils l'ont utilisé pour justement augmenter leur productivité puis le mettre vraiment dans leur processus. Ouais, clairement. Puis tu sais, la première question que j'aimerais poser, c'est quoi l'IA? Parce que les gens entendent parler de l'intelligence artificielle. Je me souviens avant, je parlais de l'IA, puis c'était absolument obscur pour les gens. Il y avait aucune idée qu'est-ce que ça faisait de l'intelligence artificielle. Maintenant, on entend toujours parler de l'IA. Peux-tu nous parler un peu de quelle IA on entend parler? Ben, les gens pensent que l'IA, c'est de la poudre magique qu'on met un petit peu partout, puis là, oups, c'est de l'IA. Mais non, l'IA, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait depuis bien avant notre siècle qu'on en parle. C'est quand on veut avoir les machines qui vont recréer un peu la pensée humaine. C'est vraiment large. Mais maintenant, avec les technologies puis les ordinateurs, les GPU qu'on a, on est vraiment capable d'avoir des forces de calcul qui nous permettent de faire des choses très bluffantes. On le sait, ChatGPT, GenAI, on voit des images qui sont créées qui ont vraiment l'air réelles, des vraies images, mais pourtant elles sont créées par l'intelligence artificielle. Même chose pour les conversations qu'on a avec ChatGPT, comme je disais. On parle, on a l'impression que ça nous comprend, ça réagit, ça comprend tout ce qu'on veut faire, ça comprend une conversation, puis les réponses sont bluffantes, mais reste qu'à l'arrière, c'est que des statistiques, c'est que des mathématiques. Non, fait que l'IA, elle pense pas, elle réfléchit pas. Est-ce qu'elle comprend pas. Elle comprend pas, donc elle a encore moins conscience de sa propre existence. Exactement. Peux-tu nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Dans le fond, on parle de statistiques. De ce que je comprends, les modèles de langage, c'est le modèle ne fait que prédire le prochain mot. Exactement. Donc, ça a vu des centaines, milliers, millions, milliards de textes.
Donc, c'est capable de voir certains mots qui vont être associés ensemble, la proximité, puis la probabilité que le prochain mot va être tel mot ou tel mot. Par exemple, si je te dis ma couleur préférée est, ben, elle va pas me dire cheval. L'intelligence artificielle va me dire une couleur comme bleu, rouge, jaune, rose, peu importe. Puis selon le contexte, ça peut aussi changer. OK, je comprends. Donc, si, admettons, je dis, moi, je m'appelle Batman, ma couleur préférée, il risque de me répondre noir. Exactement, parce qu'il a vu plusieurs exemples de textes dans ce contexte-là. Puis comment que l'IA générative... Parce que, sincèrement, l'IA génératif est absolument sur toutes les levels. On ne parle que d'IA génératif. Comment que une entreprise, maintenant, mettons, les gens qui écoutent peuvent prendre l'IA générative puis tout de suite l'intégrer dans leur business? Il y a plein de plateformes qui existent déjà, qu'on utilise. ChatGPT, c'est le premier qui vient en tête. Il y a plein d'intégrations qui sont déjà faites dans les suites Microsoft, par exemple, avec Copilot. Donc, ça peut être déjà utilisé. Par contre, il y a certaines limites qu'on veut. Si on veut vraiment aller dans des applications qui sont beaucoup plus particulières pour notre cas. Donc là, à ce moment-là, il faut peut-être falloir faire des fine-tuning sur les modèles, vraiment entraîner les modèles pour qu'ils se répondent vraiment à nos besoins spécifiques. OK, donc ça, une entreprise a des données spécifiques. Disons, une entreprise qui recycle des moteurs de voiture. Disons, il pourrait avoir plusieurs pièces, puis il pourrait vouloir renommer les pièces d'une façon spécifique, disons, une nomenclature spécifique. Tantôt, tu as parlé de fine-tuning. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi du fine-tuning? Parce que là, c'est un mot un peu spécifique au domaine de l'IA. C'est quand on vient donner toute l'information spécifique à le problème qu'on veut résoudre. Donc, on vient donner à l'intelligence artificielle beaucoup d'exemples, par exemple, de ce qu'on veut faire ou des critères vraiment particuliers pour vraiment venir limiter les réponses qu'on peut donner avec l'intelligence artificielle. Parce qu'il faut pas oublier, c'est une probabilité qui va sortir. Donc, tout ce qu'on a dans probabilité, il peut y avoir des erreurs ou des bonnes réponses. Puis on veut minimiser les erreurs et avoir seulement des bonnes réponses. Donc, on va venir fine-tuner, on va venir vraiment limiter l'intelligence artificielle avec les réponses qu'elle peut donner. OK, fait que de ce que je comprends, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on prend un modèle, parce que tu sais, les modèles de langage, on a entendu parler de ChatGPT, c'est entraîné sur des centaines de milliers de cartes graphiques, puis ça coûte excessivement cher. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que n'importe quelle compagnie pourrait se dire, je vais partir de ces modèles-là qui sont énormes, qui sont gros. Je vais utiliser toute la connaissance ou la puissance de ces modèles-là, puis je vais venir les adapter pour un besoin précis. Qui pourrait être, comme je disais, renommer une nomenclature de pièces de voiture précises, disons. Oui, parce que l'intelligence artificielle est vraiment vaste. Elle peut faire plein de choses. Elle peut écrire des contrats, elle peut écrire des blagues. Tu sais, l'inventaire est vaste. Mais peut-être que dans mon intelligence artificielle que je vais utiliser dans ma propre entreprise, j'ai pas besoin qu'elle m'écrive des blagues. Donc, on va vraiment venir limiter ce qu'elle va faire pour vraiment se concentrer sur ce qu'on a besoin. Un des exemples que j'adore, c'est des fois, je parle à des gens qui font ils recherchent dans leur documentation. Tu sais, imagine, t'as une business, puis t'as comme des PDF de 800 pages à consulter. Puis quand je demande aux gens comment tu fais pour trouver l'information dans le PDF, ils me disent, généralement, je vais faire CTRL F, puis je vais chercher par mots-clés. Puis, ce que je trouve vraiment extraordinaire dans l'utilisation du GenAI, c'est que là, on est capable de venir guider ces modèles-là à trouver notre information. Exactement. Maintenant, je peux poser mes questions précises sur ce que je veux et non essayer de me dire, c'était quoi le mot-clé de telle affaire? Par exemple, si il y a un code d'erreur, j'ai plus besoin de chercher, de savoir c'était quoi le code d'erreur. Je peux dire, dans telle situation, quel code d'erreur vais-je recevoir? Ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment vaste et puis... Fait que t'es capable d'aller chercher l'information puis avoir la référence précise. Est-ce que quand t'as vu l'IA sortir, vraiment l'IA générative, tantôt on parlait d'IA vintage de 2012, mais tu sais, avant l'IA générative, souvent on parlait de object detection. Ce qu'on pouvait faire, c'était, disons, je veux détecter si une patate, ça c'était notre exemple, l'exemple que j'adorais. Est-ce que la patate est bonne ou mauvaise? Est-ce qu'elle a un défaut, une tache verte? Est-ce qu'elle est bonne? Fait que là, dans le fond, on était capable de faire cette classification-là. Maintenant, avec les modèles de langage, c'est un peu général comme IA. Ça vient un peu tout faire. Exactement. Puis maintenant, on est même capable d'ajouter des images. L'IA est capable de lire l'image, puis d'expliquer l'image dans un grand texte, puis pouvoir... Donc, on est capable d'avoir l'espèce de génération de texte avec la génération d'images, tout mélangé ensemble. Donc, c'est plus juste... Je fais seulement de l'image, je fais seulement du texte, je fais seulement du son. Maintenant, on est capable de tout regrouper ensemble aussi. Puis comme je disais tout à l'heure, on est capable de faire des images qui sont plus style dessin animé, mais je peux avoir des photos réalistiques qui sont bluffantes, mettons dans le deepfake, puis avoir des images où on pense que
certaines personnalités peuvent faire des actions, mais dans le fond, c'est jamais arrivé. Justement, là, quand on a invité, il va y avoir plusieurs podcasts qu'on va présenter. On a invité Omi Laboratoire, on a aussi invité CaseMe. Puis dans le cas de CaseMe, ce qui est intéressant, c'est qu'eux autres, ils font des designs de cases de téléphone puis des designs de cases de AirPods, par exemple. C'est qu'ils ont pu utiliser l'IA générative justement pour les aider dans la création de des cases ou des designs. Puis souvent, la question que j'essaie de me poser, puis c'était, on va en parler dans l'épisode avec CaseMe, mais le développement de l'IA en ce moment va extrêmement vite. Il y a des nouveaux modèles qui sortent pratiquement tous les jours. Puis il y a plusieurs personnes qui ont un peu peur pour leur emploi. Penses-tu que ça va changer leur emploi ou complètement les éliminer? Je pense qu'il faut pas avoir peur comme ça. Il faut pas penser à l'élimination des emplois, mais ça va définitivement changer la façon dont on travaille. Si on repense à il y a 60 ans, l'arrivée des ordinateurs, les ordinateurs personnels, ben maintenant, je pense plus à une journée de travail où j'utilise pas mon ordinateur. Puis tout le monde utilise l'ordinateur pour travailler. Mais à l'époque, personne n'utilisait d'ordinateur et quand les ordinateurs sont arrivés, ben, ils ont tous dit ah, ça va remplacer nos jobs. Par exemple, les tables de calcul que les ingénieurs avaient pour faire leurs calculs manuels, ben maintenant, ça se fait plus, ça se fait par ordinateur. Est-ce que ça a enlevé l'emploi de l'ingénieur? Non, ça a juste changé la façon que les ingénieurs travaillent. Puis l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. Est-ce que ça va enlever, éliminer du travail? Non, ça va juste changer la façon qu'on travaille puis qu'on utilise les technologies. Ouais, puis je pense qu'on est aux premières loges pour le tester parce que souvent j'explique que le plus important dans un travail, c'est l'expert. Dans le fond, peu importe le domaine, on est tous des experts de quelque chose. Puis l'IA, c'est un peu comme un assistant. Puis même, tu sais, chez Vuband, on produit beaucoup de code. Là. On est une entreprise de développement. On fait des produits d'AI, on fait des projets d'AI, on fait des projets de développement, mais les développeurs utilisent l'AI pour coder. Exactement. Ça va vraiment plus vite. La productivité est vraiment quadruplée. Puis, ben, si justement, nous, on va plus vite, on est capable de faire plus de projets d'IA. Puis, ça va faire que aussi dans vos entreprises, vous allez avoir plus d'IA. Donc, plus de productivité pour vous aussi. Exact. Puis, souvent, j'essaie de focusser sur le positif de l'IA. Parce que c'est facile un peu de voir, OK, l'IA, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend de l'électricité. Les cartes graphiques sur lesquelles l'IA a été entraînée, sur lequel il y a l'inférence des modèles. Par exemple, quand vous posez une question à ChatGPT, puis vous lui dites merci à la fin, c'est gentil, mais ça n'a rien servi. on a dépensé un peu d'énergie en le faisant. Mais si je prends d'autres exemples, comme je reviens à Patate Dolbec, littéralement, c'est l'équivalent en termes d'énergie d'un séchoir allumé 24 heures sur 24. Mais grâce à ça, on est capable de sauver des millions et des millions de pommes de terre qui auraient pu être autrement achetées. Même chose pour l'optimisation des routes. Si on optimise nos routes, nos camions sont moins sur la route à faire des tours inutiles. Mais on sauve aussi au niveau de l'émission d'émissions à effet de serre. Donc, toutes ces choses-là, ça s'accumule. Ouais, d'ailleurs, on va parler dans nos podcasts, on va parler à Nationex, justement, que eux ont fait l'optimisation. Ils ont voulu prédire le nombre de colis qu'ils allaient avoir dans leur centre de tri. Puis littéralement, on était capable de prédire le nombre de colis de manière précise. Je pense qu'il y avait une journée, on avait regardé les statistiques, je pense qu'on avait prédit comme 50 000 colis cette journée-là, puis on était à 300 colis près. Ce qui est vraiment extraordinaire, encore une fois, avec des modèles du genre, c'est que là, t'es capable de planifier combien j'ai besoin de personnes sur le plancher pour pas qu'il y ait des gens qui soient obligés de faire des chiffres doubles. Combien de personnes je dois former? Est-ce que je dois acheter des nouveaux camions? Justement, dans le Nationex qui font beaucoup de livraisons. J'aime aussi me concentrer avec l'intelligence artificielle sur d'autres aspects qui est peut-être pas l'environnement ou l'argent. Puis je prendrais, par exemple, avec Omi Laboratoire, dans le fond, il y a un aspect qui est vraiment un aspect humain. C'est que l'intelligence artificielle, eux, ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour les aider à analyser la peau des gens, puis leur proposer des crèmes qui sont personnalisées spécifiquement pour eux. Puis, il y a des causes que ça a changé la vie complètement de la personne. Ben oui, c'est clair, là, tu sais, chaque personne a ses propres besoins, ses propres différences. Puis quand l'intelligence artificielle est capable d'aller chercher ça, puis qu'on est capable de produire aussi des choses spécifiques, ben c'est là que on est capable de vraiment aller chercher le plein potentiel d'un produit personnalisé pour une personne. Ouais. Puis tu sais, de mon côté, je suis quand même quelqu'un qui est créatif. J'ai un gros côté créatif, puis pour moi, l'intelligence artificielle vient ouvrir complètement les possibilités. Ça, c'est drôle parce qu'on entend souvent le contraire. On dit « Ah, mais ça le fait tout pour moi, il n'y a plus de créativité. » Mais non, justement,
l'intelligence artificielle est capable de t'aider à produire ce que tu as dans la tête, mais elle sera pas capable d'être dans ta tête et c'est à toi de sortir la créativité puis d'utiliser l'intelligence artificielle pour t'aider à créer ce que tu as besoin. Ouais, exact, parce que j'ai beaucoup essayé les différents outils d'IA puis j'ai jamais trouvé que l'IA était créative. Exactement. L'IA n'est pas créative. C'est vraiment comment tantôt on parlait du contexte, je disais je suis Batman, donc ma couleur préférée c'est noir, mais plus on donne de contexte, plus on est capable d'avoir de la production de texte ou d'images, on est capable d'avoir un résultat qui est vraiment précis. Puis c'est un peu de ça que je voulais parler avec le podcast, avec le Journal des Affaires, c'est eux, ils écrivent des articles essentiellement, puis ils ont testé l'IA à l'interne, mais je reviens sur la position. C'est un expert qui vient écrire les articles. Sachant, tu sais, c'est pas parce que tu as de l'IA que l'IA vient le faire complètement à ta place. Exactement. Puis s'il n'y a pas d'humain dans la boucle, c'est là aussi que l'IA, elle sait pas, elle comprend pas. Donc, tu sais, ce qui va sortir, ben, c'est tel que tel. Et encore une fois, il faut pas oublier, l'IA ne comprend pas. C'est une probabilité. Donc, si c'est une probabilité, pour qu'il y ait un humain, l'expert qui vient travailler avec l'IA et non l'IA qui vient travailler pour l'expert. Fait que je reviens à ma question de tantôt. Est-ce que l'IA va remplacer des humains? La réponse que j'ai envie de donner rapidement, c'est l'IA ne va pas remplacer des humains. Les humains qui connaissent et qui contrôlent l'IA vont remplacer les humains qui l'utilisent pas. Exactement. Ça va faire la différence entre ceux qui l'utilisent et ceux qui l'utilisent pas. Donc, c'est vraiment important de vraiment porter attention et commencer à s'informer, à savoir comment ça fonctionne, c'est quoi l'IA, qu'est-ce qu'elle fait, mais aussi qu'est-ce qu'elle ne fait pas. Est-ce qu'il est trop tard pour les gens qui nous écoutent? De s'intéresser à l'IA? Ouais, de l'utiliser, l'implémenter. Il n'est jamais trop tard, il faut commencer, il faut s'intéresser, il faut lire, il faut l'essayer. Moi, je pense que le plus important, c'est de l'essayer. D'essayer de la casser aussi, trouver les limites, justement, quand je dis. Puis on l'a dans plein d'applications, là, que ce soit la reconnaissance faciale dans les applications d'images, dans les Zooms, dans les téléconférences, le background qu'on a, comment ça fonctionne, essayer de briser ça. C'est toute de l'intelligence artificielle en arrière. Là. Ah oui, puis soit dit en passant, vous avez plus besoin de prendre des notes pendant vos meetings, hein? Non, ça c'est... Puis peu importe la langue, là, tu sais, ça traduit tout, ça comprend tout. Donc, même si on rentre dans un meeting et on comprend pas la langue, on est capable de tout suivre. Ah, puis pour vrai, là, n'importe qui écoute, vous avez accès à l'IA. Vous pouvez demain matin, tu sais, que comme tu dis, on peut avoir de l'IA dans nos meetings, les backgrounds, tout ça, mais même les modèles de langage, ChatGPT, il y a une version gratuite. Copilot est disponible dans plusieurs entreprises, puis il y a Copilot Chat qui est disponible gratuitement aussi. Il y a aucune raison de pas l'essayer, là. Même pas la barrière à l'entrée qui est le coût. Puis ça, c'est sans parler de tous les modèles qui sont open source, plus compliqués à utiliser, mais ça reste que c'est des modèles qui sont gratuits. Donc, le coût est vraiment pas un enjeu ici pour commencer à l'utiliser puis vraiment tester. Comme tu dis, tester les limites, hyper important parce que c'est difficile de savoir jusqu'où on peut aller tant que on n'a pas essayé de casser l'IA. Exactement. Mais c'est peut-être le côté ingénieur en moi qui parle, là, mais tu sais, j'aime ça savoir comment les choses marchent, puis des fois, ben il faut les briser pour les faire marcher. Puis là, cette semaine, il est sorti le nouveau modèle de génération d'images de OpenAI qui est, à mon avis, complètement capoté. Là. J'arrive pas à croire qu'il comprend aussi bien qu'est-ce que je veux créer comme image. Puis ça débloque tellement un côté complètement créatif pour moi. Là. Même il y a un modèle qui s'appelle 4.5, GPT 4.5. Pour l'écriture, il est vraiment, vraiment très, très bon. Puis là, avec l'image en plus, j'ai plein d'idées j'ai plusieurs idées pour faire des films à partir de l'IA, donc créer des images, les animer, faire de la narration, tout ça. Fait qu'il y a vraiment, pour moi, c'est une démocratisation. C'est vraiment, je sais pas comment dire. Je vais faire un petit step back, là. Moi, au départ, j'étais photographe. Puis je faisais de la photographie. J'ai appris à faire de la photographie argentique. Puis à un certain moment, tu as eu l'arrivée du numérique. Fait que là, tout le monde voulait faire de la photographie numérique, mais j'ai vu qu'il y a une démocratisation de la photographie. Avant, fallait être un expert. Tu étais obligé d'être un expert pour faire de la photographie parce que là, c'est un peu complexe. Tu mets un film, tu connais pas le résultat d'avance. Tu vas juste voir les résultats une fois que c'est développé. C'est quand même un processus qui est long, donc tu dois bien maîtriser la technique. Puis là, il est arrivé le numérique qui a facilité tout ça. T'sais, finalement, avec le numérique, on prend une photo, on voit le résultat. Donc, la boucle itérative est extrêmement rapide. Puis je vois la même chose avec l'IA. C'est que là, on vient d'accélérer encore plus l'itération quand on vient créer quelque chose. Fait que ce soit un texte ou même que ce soit
Si je veux faire un film ou de l'animation, je suis capable de faire plusieurs exemples extrêmement rapidement, puis déjà voir est-ce que c'est bon ou pas ce que je fais. Puis pour moi, ça démocratise la technologie, cette technologie-là, puis ça le rend accessible à un maximum de personnes. Puis je pense que tu parlais aussi de la nouvelle version de création d'images, la vitesse à laquelle les résultats s'améliorent. Là. Il y a encore 1 an, on avait de la misère à avoir des personnes avec 5 doigts dans les mains. Ouais. Puis là, maintenant, on est rendu avec des images là, bluffantes sur la qualité de ce qui est fait. Ouais, puis ça va pas arrêter. Là. Je vois la robotique se pointer le nez. Là. Imagine un jour, on va avoir nos propres robots qui viennent vider le lave-vaisselle. Puis tu sais, mais quand j'ai dit ça chez moi, ma blonde était comme oui, mais tu sais, est-ce que ça va tout faire à notre place? Puis moi, j'ai répondu oui, mais y a-t-il une valeur ajoutée à vider mon lave-vaisselle ou à tondre le gazon? Fait que là, tu sais, j'essaie de voir tout le temps qui va nous être libéré, qu'est-ce qu'on va en faire, puis ça va être intéressant à observer. Exactement. Pour terminer, étant donné qu'on démarre un podcast, on a décidé de faire un concours. Donc, on a des AirPods à gagner, une tasse Yeti puis une casquette, si je me souviens bien, plus 2 paires de billets pour notre événement Impact IA qui se tient le 8 mai. Donc, on démarre notre podcast Impact IA le 14 avril. Restez à l'affût. On va faire un lancement officiel. Merci tout le monde de nous suivre. Les podcasts vont être disponibles sous toutes les plateformes, virtuellement, Spotify ou YouTube. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez aller sur vousband.com. Merci Geneviève d'avoir participé à l'épisode 0. J'espère pouvoir te réinviter dans un autre épisode. Ben oui, ça va me faire plaisir. Puis merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui.